Quelques décennies après la parution de ces étonnantes estampes du port fortifié, la Bretagne, et particulièrement la Cornouaille, a reçu la visite de centaines de peintres. Concarneau devient le centre pictural le plus attractif de ces colonies d'artistes, séduites par le patrimoine architectural, l'animation du port et la qualité de l'accueil. En recherche de pittoresque, français en majorité mais aussi étrangers, ils viennent le temps d'un été où s'installe à demeure. Ils brossent en 1000 couleurs une belle histoire d'amour qui va perdurer pendant près d'un siècle. Cela ne donnera pas lieu à une révolution picturale comme à Pont-Aven. Ce fut toutefois un moment de grâce pour la conque de Cornouailles. De 1870 à 1950 environ, les peintres de plein air sont venus des 4 coins du monde, planter leurs chevalets tout autour du port et sur le marché, tels ici Fernand Le Goût-Gérard, sous le regard admiratif des enfants aux pieds nus, et le néo-zélandais Sidney Thompson, ici en 1926. L'enfant du pays, Alfred Guillou, composant ses toiles avec modèle dans son atelier de la place de la Croix, et son beau-frère, Théophile Desrolles, dans celui de la rue du Petit Thouars, posant à la manière des grands maîtres, ont su ancrer cette importante colonie de peintres, tour à tour selon leurs sensibilités et les modes, naturalistes, réalistes, impressionnistes, néo- ou post-impressionnistes. Autour de la cité moyenâgeuse, ville close protégée sur son îlot, ainsi que le montre cette maquette du musée de la pêche, étaient rassemblés tous les motifs pour plaire aux amateurs d'une peinture régionaliste, une population active de marins, d'ouvrières et de paysans en costumes traditionnels, et une importante flottille. Il faut se souvenir qu'à l'aube du XXe siècle, Concarneau est devenue une cité mono-industrielle, dotée de 28 usines de conserve de sardines et de thon. Jusqu'à 2000 ouvrières et 700 hommes boîtiers et manœuvres créent en période de pêche une animation de tous les instants. La flottille compte alors 540 barques, chaloupes sardinières à 2 mâts, pour plus de 3000 pêcheurs, sans oublier les navires marchands, débarquant le bois et la rogue, à pas pour pêcher la sardine, et parfois même de la glace en provenance de la banquise pour l'expédition des crustacés. Des chantiers navals actifs construisent les chaloupes, bientôt remplacés par des côtres sardiniers à 1 mât. Ils ont l'allure des thoniers Dundee, ces dandys de la mer, pêcheurs de thon Germont. Attirés par la position favorable à l'accostage et le nombre des usines, les thoniers de la côte sud fréquentent le port. Ils baignent dans une lumière fluide, attisée par sa réverbération sur les remparts, tant appréciée par les peintres et les touristes. Le port abrite parfois plus de 2000 navires en saison de pêche, de juin à octobre, et jusqu'à 650 thoniers. Ce spectacle, haut en couleurs, sons et lumières, mais aussi odeurs, émerveille peintres et photographes, bien accueillis par la population locale. C'est sur leurs pas que je vous invite à une redécouverte des différents quartiers d'alors. Les commentaires de personnalités avisées et les voix de peintres et de Concarnois disparus et de témoins du Concarneau de la grande époque ajoutent foi et piment à cette promenade. Les illustrations de Gwen, roman témoignage de l'américaine blanche Willie Howard, contant les amours d'un peintre et d'une jeune paysanne, montrent ces premiers explorateurs de la côte bretonne, harnachés de leurs chevalets et de toiles. Ils peignent les modèles sur nature, ainsi que l'exigent les canons de la peinture naturaliste, et se reposent face aux remparts de la ville fortifiée, comme ce groupe d'Américains photographiés en 1884. Ce sont plutôt des voyageurs, oui. Donc on a des croquis, des aquarelles, mais c'est plus des carnets de voyage. Voilà. Des vrais peintres, c'est vraiment à partir des années 1880. 1880. Donc là, on retrouve très tôt les Anglais, les Américains et les Irlandais. Et les Polonais, vous voyez, ils viennent un petit peu plus tard. Ils viennent qu'à partir des années 1890. Grâce à leur hôtel et grâce aux relations privilégiées qu'ils avaient avec Cormon, qui était quand même un des grands patrons à l'époque de la peinture parisienne, je ne juge pas la qualité de la peinture de Cormon, mais il y a eu quand même de nombreux élèves, de Zappa, de Toulouse-Lautrec, en passant par Bernard, pour parler des plus célèbres, qui sont passés dans l'atelier Cormon. Cormon venant à Concarneau, ainsi que Bougreau, ainsi que Bastien Lepage, ce sont des gens qui attiraient ou qui donnaient l'information à leurs élèves.
Les élèves qui étaient chez Cormon, très souvent, n'étaient pas tous fortunés. Beaucoup étaient étrangers, et quand on fermait ces ateliers pour la saison de l'été, il fallait bien qu'ils trouvent un hébergement. Ils ne pouvaient pas rentrer chez eux, ces Américains ou ces Russes ou tous ces étrangers, Brésiliens, Suédois, ou ces Brésiliens, automatiquement revenaient sur les endroits ou les bonnes adresses qu'on leur mentionnait. Je crois qu'au Concarneau aussi, si on compare avec Douarnenez où il y a eu beaucoup d'artistes aussi, il y a une morphologie, une topographie qui s'y prête. Puisqu'en fait, Douarnenez c'est ouvert sur la baie et Concarneau est un petit peu renfermé sur sa conque. Là, en fait. Donc c'était peut-être plus facile à se situer et à cadrer. Il y a eu aussi beaucoup de peintres qui sont venus à Douarnenez, mais en fait, la colonie, elle se développe mieux à Concarneau. Donc il y a un terrain plus favorable, donc ça tient à plein de choses. Ça tient à l'accueil des hôteliers, ça tient au lien que les artistes nouent entre eux. Oui. Et après, ils viennent par oui dire, hein, parce qu'ils savent qu'il y a des artistes à Concarneau, donc c'est un endroit favorable. Et ça se sait, et les artistes viennent. Et ils aiment bien être en groupe. Hein. Quand Milner-Kite vient, il sait qu'il y a déjà une équipe qui est là. Et ils ne cherchent pas la solitude, les peintres. Ils cherchent au contraire à se regrouper et à confronter leur travail, à discuter. Donc ça, c'est valable pour Pont-Aven comme pour Concarneau. De la peinture à Concarneau est plus importante que je ne l'avais jugée quand j'ai fait mes premières recherches, puisque les premières recherches s'arrêtaient dans la décennie 80 et elles abordaient juste la naissance au fond du centre pictural de Concarneau avec les pères Alfred Guyot et Théophile Desrolles et leurs premiers invités. Et c'était alors une peinture, à l'époque, une peinture disons assez pompier, hyper réaliste, de sujets un peu populistes quelquefois, donc une peinture qui n'entrait pas dans les grandes nouveautés de l'avant-garde. Mais ensuite, le centre pictural de Concarneau s'est largement amplifié, développé. Beaucoup d'autres peintres sont arrivés, en particulier les Américains, d'autres étrangers comme Thompson. Et cette peinture est très riche. Alors quelle importance j'accorde au centre de Concarneau? Une grande importance, moindre évidemment, c'est l'opinion de tout le monde, je pense, que Pont-Aven, où les grandes novations se sont produites, mais une importance assez grande à cause de la diversité des tempéraments, je crois, qui se sont installés à Concarneau, la diversité des styles, et quelques audaces que l'on peut souligner chez des peintres comme Thompson ou Frommout. C'est vraiment à Concarneau que nous arrive à Brest une moisson, j'allais dire, importante de peintres. Et de ce fait, donc, on va prendre en main, si vous voulez, ce groupe de Concarneau et on va essayer de l'amener là où il doit être, parce qu'en 70, c'est pas grand-chose. Hein. Je ne vous donnerai pas les cotes des années 70. Je pense que tout collectionneur se mettrait à bondir. En 70, les cotes sont faibles parce que c'est une peinture qui est oubliée. C'est une peinture qui n'a aucune référence. Il n'y a quasiment aucune documentation sur le groupe de Concarneau. Et ce n'est que, j'allais dire, qu'au milieu, dans les années 75-78, qu'on va commencer à avoir des écrits, des expositions intéressantes faites par de jeunes conservateurs de musées, des expositions dans les galeries donc, locales et régionales, et également des ventes publiques qui vont faire évidemment connaître cette peinture à un grand public qui l'ignorait. Je pense qu'en 70, je suis navré de le dire, mais Concarneau, comme d'autres peintures, même j'allais dire de Pont-Aven, hein, la peinture bretonne, c'est encore Bécassine. C'est encore Bécassine, c'est triste à dire, c'est breton, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors qu'en fin de compte, on avait en main quelque chose d'exceptionnel qu'il fallait donc sortir de cet oubli. Sur son îlot, la cité maritime de Concarneau, à l'embouchure de la rivière du Moros, est particulièrement protégée au fond de la baie de la Forêt-Fouesnant.
En saison de pêche, une myriade de chaloupes déploie ses voiles sur ce magnifique plan d'eau, fermé au large par les îles Glénan, jusqu'à ce que survienne, vers 1902, la disparition catastrophique de la sardine. Sous le charme, grands et petits maîtres, peintres itinérants ou navigateurs comme Signac, multiplient départs et retours de pêche. Alfred Guilloux, en grands et petits formats, sera l'un des chantres des événements ponctuant la saison dans la baie de Concarneau. En 1891, Paul Signac, peintre navigateur, réalise à Concarneau 5 de ses plus beaux chefs-d'œuvre. La rentrée des chaloupes, brise du matin, pêche à la sardine, calme du soir, le sardinier et la vieille ville composent un ensemble harmonieux d'une grande musicalité. De son atelier de Quermort, sur la Corniche, Fernand Le Goût Gérard ne se lassera pas de peindre de magnifiques couchers de soleil, imités en cela par de nombreux confrères moins doués. C'est sur la digue, où se concentre l'animation, que se rassemblent majoritairement les peintres. Avant de rejoindre leur base, ils brosseront des tonniers sous voile par centaines. La colonie d'artistes de l'été s'est égaillée aux 4 vents, écrit Fromuth dans l'un de ses carnets datés du 12 novembre 1913. Ils sont nombreux à être repartis à Paris. D'autres m'envoient des cartes venant d'Espagne, d'Allemagne, de Guernesey, de Saint-Yves, New York, Cincinnati ou Anvers. D'autres encore ont pris avec grand regret le chemin du retour après de longues années d'absence. Nouvelle-Zélande, Angleterre, Canada, Australie. Nous sommes arrivés le 4 février. Oui.
Mais nous sommes arrivés avec un très beau temps, sommes descendus là, sommes arrivés à midi, vous savez, avec les petits trains là, nous étions à Lorient d'abord, et puis nous étions emballés tout de suite. Oui. Oh, ça nous a plu, ça nous a plu. Après la crise et son cortège de misère, la vie renaît sur le port. La pêche est revenue au temps de sa gloire d'autrefois, note Fromuth. La sardine est de retour après 12 ans d'absence. L'agitation est à son comble depuis quelques semaines. Le thon est si abondant que le cours a chuté des 2/3. Les visiteurs et les artistes arrivent en grand nombre. De vieux amis à moi, venus de différentes parties du monde, sont là. Et à cette époque-là, Concarneau était un pays splendide, son port magnifique. Il suffisait de s'installer avec son chalet au bout de la digue pour avoir des motifs constants, et de très beaux motifs. Les tonniers très colorés, aux voiles de couleur, voiles rouges, voiles bleues, venaient vendre leurs poissons, le thon, à Concarneau. Et il y avait aussi les sardiniers. Les sardiniers qui, en général, partaient le matin de très bonne heure et rentraient vers midi, entre midi et 4 heures, pour que l'on ait le temps de répartir dans les usines. Elles étaient nombreuses à cette époque-là, qu'on avait pour avoir le temps de répartir le poisson pour qu'il soit travaillé pour la conserve. Et ce qui était amusant, c'est qu'au bout de la jetée, en face l'annexe de l'Atlantique, la grande jetée, qui était à ce moment-là beaucoup plus étroite, il y avait des tas de charrettes, à chevaux, à bras, et au bout de digue, au garde-fou en fer, s'accoutaient les femmes qui annonçaient le prix de la sardine, au bateau qui rentrait. Et à 2 francs 50 chez Bouvet, et à 2 francs 50 chez Antel, et à 2 francs 40 chez un autre. Bref, c'était très amusant. Alors, le long des quais, hein, il y avait des cabines, des cabines d'acheteuses ici, là. Hein, et donc, il y avait des chevalets d'un bout à l'autre pour aussi bien. Hein. Ça, c'était frappant. C'était pas tous de grands artistes, bien sûr, mais il en est passé certainement des artistes qui n'étaient pas mauvais. Mais ça, c'était frappant. Pourquoi s'installait-il là? Vous ne les voyez pas de l'autre côté, hein, parce qu'ils avaient là le port sardinier, hein, les sardiniers qui faisaient la côte-riade ici, hein, les tonniers qui étaient derrière. Ce mouvement du port, avec la cale que vous voyez là, hein, débarquer le poisson, le thon, la sardine, etc. Et c'est pour ça qu'il y avait un spectacle, en plus de ça, avec le fond de la vie close. Les maisons n'étaient pas construites derrière, c'était des terrains de campagne, si vous voulez, hein, avec quelques vaches que l'on ne voyait pas trop de l'autre côté, hein, des rochers dans les champs. Il y avait tout ce qu'il fallait pour faire vraiment... ils avaient le fond et puis ils avaient le premier plan. Hein, et quelque chose qui changeait de couleur, comme la mer change de couleur à chaque instant. Hein. Il y a un nuage qui passe, ça y est, pas. Hein, c'est fini. Et l'appareil à gétonnier, c'était quelque chose. Il n'y avait pas de moteur, il n'y avait pas de remorqueur, il n'y avait rien du tout. Hein. Ils étaient là au milieu du port les uns sur les autres, sur des béquilles bien sûr, parce que le port n'était pas creusé comme il est, hein, donc ils échouaient. Ils étaient les uns sur les autres, et quand il fallait appareiller, ils avaient une touline, c'est-à-dire un cordage, quoi, qu'ils amarraient sur le bout de la digue là, la bite est toujours là, hein, et le virotrail, tac, 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 ils arrivaient tout doucement, les sardiniers rentraient à ce moment-là. Alors, ils empêchaient les sardines de passer avec leur touline. Alors là, la touline où je coupe, disaient les sardiniers avec la hache, comme à l'abordage, quoi. Alors donc, par conséquent,
ils mettaient du mou un peu, et inutile de vous dire qu'ils avaient un bon coup dans la pipe quand ils appareillaient, hein, les pauvres diables. Alors quand ils appareillaient, ils avaient donc perdu pas mal de temps pour laisser passer un ou deux sardiniers. Et alors ils remettaient ça, quoi. Et quand ils arrivaient sur le bout de la digue, il fallait quand même qu'ils soient prêts à appareiller tout de suite. C'est-à-dire qu'ils prennent le vent. Alors il fallait donc que le bout de dehors, ce qu'on appelait le bout de dehors, vous voyez un peu ce que je veux dire. Hein, ici dans le port, il était relevé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient les uns sur les autres. Donc ils le baissaient. Alors ils le mettaient. Et alors, il y avait un bec de gaz. À cette époque-là, il n'y avait pas d'électricité. Au bout de la digue, en manœuvrant pour le bec de gaz, il était foutu en l'air tous les jours. Et alors, ils appelaient ça, enfin la touline, sur un pied au bout de la digue. Ah oui. Les sardiniers, quand ils arrivaient, lâche la touline! Alors, ils ne lâchaient pas, on attrapait la hache, jou, on coupait. Ils prenaient le nom du bras, et il fallait voir les batailles qu'il y avait après. On sentait le couteau au pitou, hein. Même nous, les gosses, on était tout au rang, là. Mais dès qu'on sentait le couteau, oh, ils étaient des sauvages, hein. Des crésillons, j'avais peur d'eux. La ville close, ça fait partie de Concarneau, bien entendu, mais on est un peu obsédé, quelquefois, par la ville close. Hein, vous ne trouvez pas? Oui. Mais enfin, ça y est, il y a des gens qui l'ont tout de même très bien traité, y compris, et surtout Fromout, avec certains effets de neige sur la ville close. C'est un poète, comprenez-vous, c'est un peintre qui a autre chose il a autre chose que sa main pour peindre. La peinture de Concarneau, c'est une peinture de témoignage, c'est évident. Ils sont en témoin de leur temps, des us et coutumes, de l'activité manuelle, parce que c'était quand même l'essentiel, aussi bien le travail sur les bateaux que le déchargement, que le marché, c'était des images, disons, que certains ont rendues un peu folkloriques, mais qui étaient très naturelles. Et c'était un peu ce que les peintres allaient chercher, le pittoresque du costume et des voiles, des bateaux, des animations. Tout le monde est toujours attiré par un marché, quel qu'il soit. Alors s'il est en plus coloré et avec des costumes traditionnels, c'est merveilleux. Tout à fait. Et c'était l'époque où ce n'était pas encore du folklore. L'Américain Alexander Harrison avec son thème des vagues, ou Thomson, ou Fromout, ont pu là creuser leur sillon personnel de façon très originale. Moi, ce qui me frappe, c'est que des gens comme Fromout ont réussi, à travers un thème relativement banal, les bateaux, les voiles, les filets bleus, les reflets dans l'eau. Ces peintres, et Fromout en particulier, sont arrivés à un langage très très personnel et à des œuvres vraiment de très très grande qualité. Trouver dans cette peinture un côté narratif intéressant, évidemment complètement différent de ce qu'on trouvait à 20 km à Pont-d'Aven. Le côté chatoyant de cette peinture vivante, c'est une peinture qui nous restitue la vie d'un port de Concarneau, d'un port de pêche bien sûr, et qui restitue d'une manière remarquable, c'est-à-dire qu'on a l'impression, sans imagination, de vivre la vie intense des marins sortis de pêche, rentrée des barques, le côté vivant, la foule, se mêlant aux pêcheurs au retour des barques. Et j'ai trouvé ce côté narratif passionnant. C'est une possibilité pour nous de retrouver justement un Concarneau qui malheureusement a disparu pour différentes raisons. J'ai compté plus d'une centaine d'artistes autour du groupe de Concarneau.
On habitait donc en face du vivier, là, du bassin. Et puis alors votre papa, il allait pêcher, je crois. Ah oui, il allait pêcher des crevettes, là. Il disait à maman, tu veux ton hors d'œuvre, et puis là, il pêchait des crevettes. Et les anguilles. Et des anguilles aussi. Et puis dans le bassin, alors qu'on allait vider tous les seaux, là. C'était la procession, j'ai vu tout ça, hein. Vous me disiez qu'il y avait une chanson. Ah oui, l'odeur du bassin, moi je vous dis que c'est sain. Si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres. Je n'ai sur ce bois-là le même habit que le vôtre. Et il y avait tout ça. Puis il y avait à la Maison Blanche aussi. Est-ce qu'ils pêchaient des anguilles? Ils pêchaient des anguilles, et puis ma tante de Paris venait là, parce que c'était la maison du bon Dieu ici. Et elle disait, mets ton casier dans Amand, mon papa s'appelait Amand. Mets ton casier dans, parce qu'elle aimait mieux ça que du poulet. Et alors on mettait donc, on me faisait aller chercher des têtes de sardines chez Pénaro, ça, je me rappelle bien de tout ça. Et puis là, alors on mettait dans un casier, et je me rappelle tous les touristes qui venaient voir ça grouiller, il y avait plein d'anguilles. Et ils disaient, j'aime mieux ça que du poulet. En général, les thoniers restaient dans l'avant-port, et souvent les sardiniers mouillaient dans le petit port aujourd'hui comblé, qui sert maintenant de parking, devant le quai Pénérof. On y pénétrait par une demi-lune, deux quais séparés par une demi-lune, et les navires venaient, surtout quand le temps était un peu fort, s'y abriter. Il y avait là, par gros temps, et surtout quand la marée était haute, avant les grandes marées, un ensemble de motifs extraordinaires. Les navires arrivaient presque au ras du quai. Et puis, il y avait aussi des goélettes. Ceci a complètement disparu. Elles portaient les unes du bois, les autres du charbon, mais particulièrement du bois, car elles venaient de Norvège. Voilà, chers amis, quelques souvenirs. Entre tous les fidèles, Charles Fromuth, le roi des bateaux. Son œuvre, entièrement consacrée au port, est révélatrice de l'évolution de la vie maritime. À son arrivée en 1890, les chaloupes sardinières, peintes en noir, animent le bassin. Avec la venue des thoniers, sa palette va s'enflammer et son écriture acquérir une liberté gestuelle d'une grande modernité. À Concarneau-sur-Mer, je vois certainement une centaine de peintres chaque été. Cela fait maintenant 30 ans que je fouille ce port dans cette région si riche en mer et en marins, en campagne et en paysans, religion, coutumes et distractions. Riche en variations climatiques, en orages, tempêtes, humidité et légèreté de l'air, en douceur du climat pour travailler dehors. Ce port est une merveille. Ma palette de pastels est composée de climat, de mélancolie et d'humidité. L'artiste américain Charles Fromuth tenait de bien précieux carnets. Il aura vécu plus de 40 ans à Concarneau. Legault Gérard, vous avez des toiles de Legault Gérard qui sont très proches de Boudin. Bon, c'est un élève, mais c'est vraiment d'une qualité, une grande qualité. N'oublions pas que Fernand Legault Gérard fut l'ardent défenseur des remparts de la ville close, menacée de destruction après vente par l'État. Il obtient leur protection définitive grâce à son ami de Saint-Lô, Dujardin Baumès, secrétaire d'État aux Beaux-Arts.
On a bouché le On a bouché. C'est ça qui a déplu aux peintres. Ils disaient tous ne reviendront pas. C'est ça qui était le charme de Concarneau. C'était en 36 ou c'était bouché? Peut-être, oui, je ne m'en rappelle plus. Avant ça. Avant Moi, je suis venu là en 35, la première fois en 35. J'ai voulu traverser de chez Armande pour aller sur l'autre côté, et j'ai failli m'enliser. Pas possible. Ah oui, ça c'était. Ah ben oui, forcément, oui. Il y avait, donc c'était déjà bouché alors? Oui, en 35 c'était bouché. Eh bien vous savez, après ça, il n'y a pas eu beaucoup de peintres. Oui. Ça a beaucoup diminué, parce que ils disaient toujours le chic de Concarneau, c'est là-bas. Tous les bars arrivaient là-bas, ils faisaient leur soupe de poisson devant eux, on les voyait faire tout leur machin. Alors c'est ça qui plaisait aux peintres aussi. Ah oui. Puis il y avait des voiliers à l'époque. Et les voiliers, oh là là, oh là. Il y avait de beaux bateaux. Oh là, puis alors, quand il y avait un peu de soleil, quand on voyait tous ces voiles-là qui arrivaient, c'était joli. Chez Armande, c'était bien parce que la clientèle, sur le plan folklore, c'était pas bête. Il y avait les tonniers qui venaient, et ça plaisait infiniment, évidemment, à tous les bourgeois de Nader, de l'hôtel de Cornouailles. Alors il y avait cette note pittoresque, et puis enfin il y avait surtout cette dégustation de crustacés, qui plaisait à tout le monde. De très nombreux Concarnois ont adopté ce patrimoine en œuvres originales ou en simples posters. La gastronomie et la peinture aussi y font bon ménage. Comme au temps d'Armande, les restaurateurs d'aujourd'hui sont fiers d'exposer ces œuvres emblématiques de grandes heures de l'histoire de leur ville. Sur le port, à l'excellence de ses menus, le restaurant La Coquille a associé une belle galerie de peinture. On a voulu recréer l'atmosphère qu'on connaissait dans les restaurants d'antan, c'est-à-dire où les peintres laissaient des toiles et où ils mangeaient d'ailleurs assez régulièrement, ce qui n'est plus le cas, bien sûr. Mais donc recréer un peu cet esprit-là, l'esprit donc des peintres de Concarneau et de Pont-Aven. C'est pas attaché à un type spécial de peinture, c'est plutôt par feeling. Bon, les gens viennent au restaurant bien sûr, mais ils viennent aussi voir une collection et c'est pas, les deux se marient très très bien. En règle générale, les clients s'en trouvent ravis. Sur les marchés bretons et, pour les peintres en villégiature à Concarneau, sous la fenêtre de leur hôtel, le spectacle vaut le détour. Ils sont là, en prise directe avec la vie quotidienne d'une population paysanne en costume, des ethnologues en quelque sorte, croquant pour la postérité les derniers signes de ce qui deviendra bientôt folklore. Cette peinture plaît dans les salons annuels de la capitale et à un public d'amateurs avides d'une imagerie pittoresque de la France profonde. Sont là réunis l'été, à portée de pinceau pour les artistes en formation dans les académies parisiennes, des modèles vivants plus intéressants que ceux imposés par les grands maîtres. Ces jeunes peintres, retournant dans leur pays, emporteront leurs précieuses études que l'on découvre avec des œuvres plus abouties, ça et là, dispersées dans les musées du monde entier. C'était une époque où, comme vous le disiez tout à l'heure, il semblait qu'il n'y avait qu'à s'arrêter n'importe où pour avoir un motif pour peindre. Et je me souviens très bien de votre père peignant sur la place du marché, c'est-à-dire face à l'ancienne école qui a fait place aujourd'hui à la nouvelle école,
en face de chez Ravalec, si vous voulez. Et il y avait à ce moment-là beaucoup de voitures à chevaux, il n'y avait que ça. On faisait même manger les chevaux, on leur distribuait la mangeaille par terre, on leur donnait même le picotin. Les femmes étaient toutes en coiffe et les marchés étaient très pittoresques. À l'origine, ce qu'on appelle le Quai-Nul maintenant, ça a été fait pour décharger les sardines, parce qu'il y avait plein d'usines étaient là, entre ici et le Poiteville, ça n'était qu'usine. Donc on déchargeait le poisson qui allait aux usines directement. Là, c'était un des endroits de déchargement. Et il y avait une petite cale à côté du laboratoire. Et bien là, on déchargeait aussi des sardines. Il y avait un voilier, il y avait encore dans ce temps-là, pour la réparation des voiles et des filets de sardines, et leur atelier c'était la place, c'était dehors, ils étendaient les voiles et on les étendait sur la place. Les filets. Les voiles et les filets. Des artisanes qui étaient contre-maîtresses à l'usine et qui jouaient un rôle important naturellement pour faire travailler tout ce monde-là, puisque dans les usines, on travaillait nuit et jour, il y avait du travail de nuit. Pas tous les jours, mais c'est-à-dire qu'on travaillait quand le poisson était là. Témoin de la sainte présence face à l'océan, la chapelle de la Croix a connu maintes vicissitudes. Corps de garde à l'époque révolutionnaire, elle servit aussi de dépôt de fourrage, de menuiserie. Devenue Notre-Dame de Bon Secours, elle fut longtemps le but des processions. Aujourd'hui, parfaitement entretenue, fleurie par les dames du voisinage, la porte y est toujours entr'ouverte et la veilleuse invite à la visite ou à la prière. Le marché du poisson, qui, un moment, avait lieu devant la voilerie Cariou, a pu se développer avec la construction de la halle de la poissonnerie en 1893. C'est aussi là que se tenaient les enchères pour la vente du thon et les douches municipales. Elle est actuellement utilisée comme garage à bateaux et lieu de réunion. Durant la première moitié du XXe siècle, les secteurs du Quai-Nul, construits en 1901, ceux de la digue et de la croix, ont été les hauts lieux de la vie concarnoise. Pôle stratégique entre le débarquement des pêches et des usines de transformation, une activité intense s'y développe de juin à octobre. Le quartier est aussi le rendez-vous des scientifiques du laboratoire de biologie marine, celui du repos du pêcheur à l'abri du marin. La voilerie Le Rose et l'hôtel Atlantique, tout proche, se situent en bonne place. Les Desrolles, autant que les Guilloux, étaient quand même une famille d'accueil pour les autres peintres. C'est un petit peu eux qui sont à l'origine de cette colonie ou ce groupe de Concarneau, car ils avaient en dehors de leur activité picturale aussi bien Théophile Desrolles que Alfred Guilloux, ils étaient aussi les descendants du pilote qui avait vivier à Concarneau, parc à huîtres, et donc une activité de mariage. Donc ils partageaient leur travail entre la peinture et le commerce. Cette activité de mariage leur a permis aussi d'ouvrir un hôtel qui était l'hôtel de l'Atlantique, où il y avait une table d'hôte pour les artistes
et où on recevait aussi très bien les touristes qui aidaient peut-être les artistes à manger correctement. Des hauteurs du Rouz, le port et la ville close offrent un beau panorama. André Daucher, Alexandre Nosal et William John Leach ont apprécié ce paysage champêtre où paissent les vaches sur fond de tonniers et de remparts. Terrain de jeu pour les petits, rendez-vous des passagères pour y étendre leur linge, ces espaces vierges de toute construction étaient aussi utilisés par les pêcheurs. Il y avait un énorme champ où les tonniers venaient reteindre leurs voiles. Et alors, une fois qu'ils avaient fini, alors des grands seaux d'eau, des grands seaux de peinture et des balais, ils flanquaient ça comme ça sur les voiles. Et puis, à grands coups de balai, ils repassaient la peinture un peu partout. Et quand ils avaient fini, pratiquement tout l'été, ils restaient sur le champ des taches vertes et jaunes, enfin pas vertes, mais jaunes et rouges. C'était assez extraordinaire. Comme pour figer l'instant, Mathurin Méheux a choisi en premier plan cette amère pour croquer les tonniers entrant dans le chenal. Lorsque, sous voile, longeant les antiques remparts, elle entre dans la passe pour rejoindre sa cale, la chaloupe de Signac croise à tribord un beau rassemblement. Les pêcheurs ont abordé aux cales des usines Gersan ou Vermillard afin de livrer leur pêche de sardines. Ce spectacle riche de formes et haut en couleurs a inspiré plusieurs toiles au peintre Lucien Victor Delpy. Plus avant, la vue de la ville close sur le village de pêcheurs est imprenable. Des chaumières en pierre debout, l'usine Vermillard, noire de coltard, encadre l'ancienne cale du bac. Mené à la godille, le bac transporte ces belles paysannes de l'autre côté du chenal. Les escaliers d'hier, taillés dans la roche, présentaient un accès bien difficile à marée basse. Edmond Petitjean, Fernand Le Goux-Gérard, Sigurd Skow, Jean Puy, Maurice Ménardeau, Lucien Victor Delpy, Robert Yann et beaucoup d'autres peintres et photographes ont fixé la scène, alors qu'Henri Barnoin peignait des remparts baignés de lumière. Alors que sèchent les filets, les pêcheurs vivent au rythme des marées. En face, dans la perspective de la porte de la ville close, l'église paroissiale offre son beau chevet. Avec élégance, le tonnier vient de franchir la passe. Elle s'ouvre sur une vasière où s'échouent les bateaux en morte saison. Draguée au fil des ans, elle deviendra le port d'aujourd'hui. À tribord s'étend l'anse du Roudouic, où, à partir de 1930, en raison de l'extension de l'arrière-port dans l'anse du Lin, s'installeront les chantiers de construction navale. Nosal, Barnoin, entre autres, y ont trouvé leur sujet.
Bien plus tard, après la guerre, Jean-Marie Martin, natif du Passage, compose une image synthétique de son quartier. Les chantiers, alors j'étais tout le temps. Mais comme j'aimais pas peindre devant les gens, je me cachais dans un tas de bois. Alors j'ai fait que des chantiers, des piles de bois, pour qu'on me voit pas. Parce qu'ils étaient féroces, les marins, comme je faisais partie quand même par mon père, de cette génération des marins. S'ils me voyaient faire un bateau, ils me disaient, Jean, c'est pas ça un bateau. C'est pas fait comme ça. Alors moi j'en ai ras-le-bol, moi je pouvais plus faire mon bateau, on dirait, ça va être critiqué, je vais me cacher. Sur les traces de ses aînés, Jean Lemerdy, photographié ici en 1983, y trouve motifs et couleurs. Les chalutiers flamboyants sur le slipway ouvert en 1956, les ferrailles abandonnées en attente, lui offrent leur structure et leur rythme. Il est peint de manière Concarneau, aussi bien pour permettre de trouver ça, parce qu'il y avait un contact avec la nature que... Marque, moi je fais ce que je peux, je suis pas un créateur, j'observe. Les peintres témoignent de la transformation et de la modernisation du port. En 1963, la destruction du pont datant de 1903, peint ici par Jean-Marie Martin, a permis le prolongement du bassin à flot. Avec la toute nouvelle cale sèche, l'évolution du port dans ce secteur est ainsi arrivée à son terme. C'est évident que Lemerdy est l'héritier direct de ces peintres. Il travaille sur le sujet, il est nourri de l'actualité de Concarneau, c'est le peintre témoin de son temps pour Concarneau. L'époque où le peintre Théophile Desrolles récoltait ses huîtres à marée basse à l'entrée de la rivière du Moreau s'est bien révolue. Son ami, le peintre Émile Hirschfeld, a bien campé l'artiste, également patron d'entreprise et marailleur à mi-temps. Il y a le thème marché, il y a le thème tonnier. Ça, c'est les deux grands thèmes qui ont été exploités à une cadence peut-être excessive de la part de presque tous. Delpy est celui qui s'en est le mieux tiré parce que son cliché est moins systématique. C'est vrai que ça, il a fait des tonniers, mais ça n'a rien de commun avec Esbach ou Mélardo. En 1937, Lucien Victor Delpy brosse les chalutiers à vapeur, accostant au quai de la toute nouvelle criée. Le tour du port d'hier s'achève avec cette vue de Thomson sur les remparts et le clocher de l'église Saint-Guénolé. Le quai d'Aiguillon de Pierre Lepage est dominé par l'imposante église Sainte-Cœur de Marie, détruite en 1994. Bien plus tôt, le quai Carnot a encore un accès direct sur la Vasière, à proximité de la rue de la Gare et de ses hôtels. Et qui y avait-il encore comme peintre à l'Hôtel de France à ce moment-là? Il avait O'Kelly. Oui. Bowen. Oui. Il avait Leach. Oui. Promo, c'est mon mari. Et alors il y avait des écoles, les écoles américaines. Je me souviens qu'ils étaient à l'hôtel chez Galou, ça s'appelait Galou à l'époque. Il y avait plein de jeunes américains, américains. Et tout ça, ça faisait la foi. Puis alors il y a aussi une école suisse, des jeunes Suisses aussi qui sont venus. Mais qu'est-ce qui vous fait venir à Concarneau comme ça, disait ma mère. Alors il dit, mais madame, c'est parce qu'il y a une lumière, il y a quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. À l'hôtel des voyageurs, il avait Harrison surtout. Harrison, Ménard, Miss McCausland et Miss Seeley. Ah oui. C'était les autres, c'était plutôt les Américains qui étaient peut-être aussi des gens plus fortunés. Enfin, c'était un peu plus cher. Oui.
Il y a une chose qu'on a, nous, découvert qu'une dizaine d'années après, c'est combien c'était des peintres de grande qualité. Parce qu'au début, c'est couleurs locales, c'est Concarneau, c'est les marchés, le débarquement des poissons, etc. Et donc c'était notre héritage pictural. Mais après ça, en continuant à fouiller, en cherchant d'autres, on s'est rendu compte que ceux qui sont sortis il y a 25 ans, c'était les meilleurs, c'était des très très bons artistes qui avaient à la fois du talent, du métier et de la sensibilité.